Jacques Rémy se tenait au comptoir de sa cuisine, remuant le ragoût de bœuf qui mijotait depuis 2 heures. L'odeur emplissait sa petite maison d'une nourriture riche et chaude. Carottes, pommes de terre et gros morceaux de viande qui collaient aux côtes. Il avait appris à cuisiner à l'armée, à l'époque où nourrir les gens signifiait les maintenir en vie un jour de plus. Le service aux messes lui avait appris que la nourriture était plus qu'un simple carburant. C'était du réconfort, un lien, une façon de montrer qu'on se souciait d'eux quand les mots ne suffisaient pas. Maintenant, il s'agissait simplement de passer une autre soirée. La cuisine était le cœur de sa modeste maison. Sans les placards en chêne qu'il avait construits lui-même, et les plans de travail polis par des années d'utilisation. Chaque chose avait sa place ici. Chaque chose avait une utilité. Contrairement au chaos qui semblait suivre sa famille partout où ils allaient. La sonnette retentit à 18h30 précise. Na était toujours ponctuelle quand elle avait besoin de quelque chose, en retard quand elle n'en avait pas besoin. Jacques. Na entra sans attendre qu'on l'invite. Ses cheveux blonds étaient impeccables malgré le vent d'octobre. Elle portait une robe noire qui coûtait probablement plus cher que ce que Jacques avait fabriqué en une semaine de menuiserie sur mesure. Merci d'avoir fait ça en si peu de temps. Derrière elle, Cléo Rémy se tenait comme une ombre, 5 ans, avec les cheveux noirs de son père et des yeux qui semblaient trop grands pour un visage mince. Elle serrait un lapin en peluche usée et gardait les yeux fixés au sol. Un voyage d'affaires était prévu à la dernière minute. Na continua en consultant son téléphone. 3 jours à Seattle. Je reviens dimanche soir. Jacques s'agenouilla à la hauteur de Cléo. Salut, ma petite. Tu as faim? La petite fille leva les yeux vers sa mère, puis recula rapidement. Elle hocha la tête une fois. Bien. J'ai fait du ragoût. Jacques se leva et regarda Nona. Tu as ses affaires dans la voiture. Le sourire de Na était éclatant, pratiqué. Cléo, sois gentille avec tonton Jacques. Fais ce qu'il dit et ne fais pas d'histoire. Elle embrassa le sommet de la tête de Cléo, un geste rapide et parfait, et disparut. Sa voiture démarra avant même que Jacques n'ait fermé la portière. Jacques regarda les feux arrière disparaître, puis baissa les yeux vers Cléo. Elle n'avait pas bougé de l'entrée. Tu peux mettre ton lapin où tu veux. Il dit, c'est aussi ta maison, tant que tu es là. Cléo se dirigea vers le salon et déposa soigneusement le lapin au bord du canapé, comme si s'approprier trop d'espace pouvait être un crime pour moi dans la cuisine. Jacques versa le ragoût dans 2 bols. Il les posa sur la petite table où il mangeait habituellement seul, puis appela Cléo. Elle s'approcha de la table comme si elle se dirigeait vers un piège. Lorsqu'elle vit le bol fumant devant sa chaise, elle se figea. Quelque chose ne va pas, demanda Jacques, la voix de Cléo étant à peine plus forte qu'un murmure. Ai-je le droit de manger aujourd'hui? Les mots frappèrent Jacques comme un coup de poing. Il posa sa cuillère avec précaution, luttant pour garder une voix ferme. Comment ça? J'ai mangé des crackers hier et mardi. Elle fixa le bol. Ai-je le droit? La mâchoire de Jacques se serra. Cléo, regarde-moi. Elle leva les yeux et il y vit de la peur. Une vraie peur. Tu peux manger quand tu as faim. Tu n'as pas besoin de permission. Pas ici. Jamais. Il rapprocha le bol d'elle. Mange autant que tu veux. Elle prit une cuillère à 2 mains et en prit une petite bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement au goût, comme si elle avait oublié que la nourriture pouvait avoir un goût plus prononcé que celui des crackers rassis et du fromage fondu. Puis une autre bouchée, plus rapide maintenant. Puis elle mangea comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, ce que Jacques commençait à soupçonner. Jacques fit semblant de ne pas remarquer comment elle protégeait son bol de son bras libre, créant une barrière entre la nourriture et toute menace potentielle. Il avait vu des soldats faire la même chose dans les zones de combat où les repas étaient incertains et la faim constante. Après le dîner, Jacques la conduisit dans la chambre d'amis. Il avait mis des draps propres sur le lit, les beaux draps à petites fleurs jaunes qui avaient appartenu à sa mère, et avait fait de la place dans la commode pour ses vêtements. La chambre n'était pas grande, mais propre et sûre, et sa fenêtre donnait sur le chêne du jardin. Tandis que Cléo déballait sa petite valise, Jacques remarqua quelque chose qui lui retourna l'estomac. Ses vêtements étaient trop grands, tombant sur sa silhouette frêle comme des costumes d'enfants qui se déguisent, et elle fourrait des morceaux de petit pain dans ses poches, se déplaçant avec précaution comme si elle s'était entraînée à cacher de la nourriture. « Cléo, qu'est-ce que tu fais ?» Elle se figea comme un cerf pris dans les phares, sa petite main serrant toujours un morceau de pain.
Clos, elle se figea, prise au dépourvu. Tu n'as pas besoin de cacher de nourriture ici, dit-il doucement. Il y en a plein. Si tu as faim pendant la nuit, viens me réveiller et je te ferai ce que tu veux. Elle le fixa comme s'il parlait une langue étrangère. Cette nuit-là, Jacques était allongé dans son lit, à l'écoute. Vers minuit, il entendit de légers pleurs dans la pièce d'en face. Il se leva et trouva Cléo assise par terre, à côté de son lit, les genoux contre la poitrine. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Il fait trop sombre. » Jacques alluma la petite lampe. « Mieux. »« J'ai peur de quoi ?» Elle désigna la porte du placard. « Et si quelqu'un sortait ?» Jacques ouvrit le placard et lui montra qu'il était vide, à l'exception de couvertures supplémentaires, mais elle refusa toujours de retourner au lit. « Tu sais quoi ?» dit-il. « Et si je dormais par terre juste devant ta porte ? Comme ça, si quelqu'un essaie d'entrer, il devra d'abord me chercher. » Pour la première fois depuis son arrivée, Cléo faillit sourire. « Tu fais ça ? J'étais soldat, tu te souviens ? J'ai dormi dans des endroits pires. » Jacques prit son oreiller et une couverture et fit un lit de fortune dans le couloir. Par la porte ouverte, il vit Cléo enfin se détendre sous ses couvertures. « Oncle Jacques, murmura-t-elle. Oui, tu seras toujours là demain matin. J'arrive tout de suite. » C'était une promesse qui allait tout changer. Le lendemain matin, Jacques se réveilla au son de l'eau courante. Il trouva Cléo dans la salle de bain, les vêtements mouillés, le visage ruisselant de larmes. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis désolé. Je suis désolé. Que s'est-il passé ? J'ai eu un accident. » Elle tremblait. « S'il vous plaît, ne me mettez pas dans le placard. S'il te plaît. » Jacques s'agenouilla près d'elle, prenant soin de ne pas la toucher sans sa permission. Le carrelage de la salle de bain était froid sous ses genoux, mais Cléo tremblait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la température. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur sa tête par les larmes et la peur, et ses petites épaules tremblaient à chaque sanglot. « Que s'est-il passé, ma chérie ? » J'ai eu un accident. Les mots sortirent en fragments entre deux halètements. « Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et, regarde-moi. » Jacques attendit que son regard effrayé croise le sien. « Les accidents arrivent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis méchante. » Sa voix était complètement brisée. Maman dit, les mauvaises filles ont droit au placard. S'il te plaît, ne me mets pas dans le placard. Je serai sage. Je serai si sage. La façon dont elle prononça ces mots, telle une prière répétée d'innombrables fois, fit serrer les poings de Jacques, mais il garda une voix douce. Le même ton qu'il employait avec les soldats blessés, plus effrayés que blessés. Tu n'es pas méchante. Tu as 5 ans. Parfois, les enfants de 5 ans ont des accidents. C'est normal. C'est humain. Il l'aida à se changer, remarquant ses sursauts lorsqu'il bougeait trop vite. Ses excuses pour tout, pour avoir besoin de sous-vêtements propres, pour avoir mouillé le sol, pour vivre dans son espace. Ce n'étaient pas des réactions normales. C'étaient des mécanismes de survie. Pendant que la machine à laver tournait, Jacques lui prépara des tartines de confiture de fraises. De vraies fraises, pas ce truc artificiel au goût de sucre et de produits chimiques. Il la regarda manger avec la même faim désespérée, comme si quelqu'un risquait de lui voler sa nourriture à tout moment. Après le petit déjeuner, ils se rendirent à l'école maternelle de Cléo. Le Sunshine Learning Center était un endroit joyeux, avec des peintures au doigt sur les murs et le bruit des enfants. En riant. Jacques avait appelé pour les prévenir qu'il viendrait chercher Cléo dans les prochains jours. Monsieur Rémy, une femme aux yeux doux et aux cheveux grisonnants, s'approcha d'eux. « Je suis Noris Latt, l'institutrice de Cléo. Nous sommes ravis que vous ayez pu nous aider. » Jacques regarda Cléo disparaître dans la classe, serrant toujours son lapin dans ses bras. « Puis-je vous parler une minute ?» Ils sortirent. Nori jeta un coup d'œil autour d'elle, puis parla doucement. « Comment est-elle à la maison avec vous ? Enfin, c'est ce que je voulais vous demander. A-t-elle toujours été ainsi ? » Jacques chercha le mot juste. Prudence. L'expression de Nor se crispa. Vous l'avez remarqué aussi. Elle a demandé la permission de manger. Et ce matin,
elle a eu un accident et était terrifiée à l'idée d'être enfermée dans un placard. Monsieur Rémy, je dois faire attention à ce que je dis. Mais puisque vous êtes de la famille, Nori a regardé par la fenêtre Cléo, qui était assise seule à une table pendant que d'autres enfants jouaient. Nous avons essayé de rapporter les choses, mais sa mère est très persuasive. Elle menace les avocats. Quel genre de choses? Elle arrive à l'école affamée. Elle arrive parfois avec les mêmes vêtements 3 jours de suite. Et la façon dont elle sursaute quand les adultes vont trop vite. Nori secoua la tête. J'enseigne depuis 15 ans. Je connais les signes. Jacques sentit un frisson lui monter à la poitrine. Pourquoi rien n'a été fait? Parce que Nina Rémy est intelligente. Très intelligente. Et elle a de l'argent pour de bons avocats qui savent comment faire disparaître les problèmes. Nori croisa son regard. Mais comme quelqu'un dans la famille commençait à poser des questions cet après-midi-là, Jacques prit Cléo dans ses bras et l'emmena au parc. Riverside Park était presque vide ce mardi. Juste quelques joggeurs et promeneurs de chiens, profitant du temps frais. Jacques la poussa sur les balançoires tandis qu'elle agrippait les chaînes avec des jointures blanches. Son petit corps se tendit comme si elle s'attendait à tomber à tout moment. Plus haut, demanda Jacques. Elle secoua vivement la tête. C'est bien. Tout était juste assez bien avec Cléo. Jamais trop, jamais demander plus que le strict minimum. C'était comme on lui avait appris à ne rien attendre et à être reconnaissante pour les miettes. Cléo, puis-je te demander quelque chose? Elle hocha la tête, les pieds traînant dans le sable sous la balançoire. À la maison avec maman. As-tu ta propre chambre? Parfois. Parfois. Quand je vais bien, je dors dans mon lit. Quand je vais mal, je dors dans un placard. Les mains de Jacques se crispèrent sur les chaînes de la balançoire jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il força sa voix à rester calme, sur le ton de la conversation. Qu'est-ce qui te rend méchante? Pleurer, parler trop fort ou manger sans permission? Elle le dit d'un ton neutre, comme réciter les tables de multiplication ou l'alphabet. À quelle fréquence dors-tu dans le placard? Cléo y réfléchit avec le sérieux d'une enfant forcée de devenir experte en humeur et conséquences des adultes. La plupart du temps, mais parfois maman oublie et je m'endors dans mon lit. Jacques arrêta de pousser la balançoire et s'agenouilla devant elle. Cléo, écoute-moi. Rien de tout ça n'est normal. Les enfants sont censés pleurer de temps en temps. Les enfants sont censés être bruyants, et les enfants ne devraient jamais, jamais. Il faut demander la permission pour manger. Elle le fixa de ses 2 vieux yeux, mais maman dit, maman a tort. Les mots furent plus durs que Jacques ne l'aurait voulu, et Cléo tressaillit. Il adoucit son ton. Parfois, les adultes ont tort, même les mamans. Et quand ils ont tort sur la façon de traiter les enfants, d'autres adultes doivent intervenir et aider. Tu vas m'aider? La question était si simple, si confiante qu'elle faillit briser le cœur de Jacques. Ouais, ma puce. Je vais t'aider. Ce soir-là, Jacques commença à prendre des notes. Il nota tout ce que Cléo disait, comment elle agissait, ce qui lui faisait peur. Il documenta la façon dont elle sursautait au bruit soudain et comment elle s'excusait pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Il la prit en photo en train de se fourrer de la nourriture dans les poches. Des photos horodatées qui pourraient un jour avoir une importance au tribunal. Il montait un dossier, même s'il ne savait pas encore pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas chez son frère. Et Jules n'était pas là. Pour le réparer. Le samedi, Jacques décida de visiter l'atelier de Jude. Son frère était mort depuis des mois, mais Nona n'avait pas encore rangé ses affaires. Elle avait donné la clé à Jacques des semaines plus tôt, disant qu'elle ne supporterait pas de le faire elle-même. Sur le moment, Jacques avait cru à du chagrin. Maintenant, il soupçonnait que c'était autre chose. De la culpabilité peut-être, ou la peur de ce qu'elle pourrait trouver. L'atelier se trouvait derrière leur maison, tel un sanctuaire dédié à des jours meilleurs. Jude avait été menuisier lui aussi, plus talentueux que Jacques ne le serait jamais, avec un sens artistique du détail et des proportions. L'espace sentait encore la sueur et se tachait, imprégné du fantôme de l'après-rasage de son frère et du café qu'il buvait en travaillant. Jacques se déplaçait dans l'espace familier, touchant les outils qu'il avait aidé Jude. Il caressait les projets inachevés. Un coffret à bijoux pour l'anniversaire de Nona. Un coffre à jouets pour Cléo qui ne serait jamais terminé. La preuve d'une vie interrompue à ses débuts.
Il était en train de ranger des outils à main lorsqu'il j'ai trouvé le carnet brûlé dans la poubelle près de l'établi de Jude, enfoui sous des copeaux et des plants froissés. La couverture était complètement carbonisée, mais les pages intérieures avaient survécu à l'incendie, partiellement brûlées sur les bords, mais toujours lisibles. Quelqu'un avait essayé de le détruire, mais sans le faire minutieusement, si bien que les mains de Jacques tremblaient en lisant l'écriture de son frère. L'inclinaison familière des lettres qu'il avait vues sur les cartes de Noël et les mots d'anniversaire. 15 octobre. Non, ça se comporte bizarrement. Je l'ai trouvé en train de fouiller dans mes papiers hier soir, de consulter mes relevés bancaires et mes documents d'assurance. Quand je lui ai posé la question, elle s'est mise en colère. Vraiment en colère. Elle a dit que j'étais paranoïaque et contrôlant. Mais pourquoi aurait-elle besoin de voir ces choses-là? 18 octobre. Des appels étranges à toute heure. Elle dit que c'est pour le travail, mais elle les prend dans l'autre pièce maintenant. Quand je décroche le poste par accident, la ligne est coupée. Elle est cachotière surtout. 20 octobre. Je l'ai trouvée en train de faire des recherches sur l'ordinateur. Elle a fermé le navigateur. Quand je suis entré, j'ai vu une partie de l'écran. Quelque chose à propos des polices d'assurance vie et des bénéficiaires. Quand j'ai posé la question, elle a dit qu'elle s'assurait simplement que nos papiers étaient en règle. 23 octobre. En cas de problème, vérifie les papiers d'assurance. Elle m'a dit de surveiller mon thé ce soir. Pourquoi disait-elle ça? Je bois la même tisane à la camomille depuis des années. Pourquoi devrais-je la surveiller maintenant? La dernière entrée datait de 3 jours avant la mort de Jude. Jacques fixa les pages jusqu'à ce que les mots se brouillent. Les craintes de son frère surgissaient du papier carbonisé comme des accusations. Jude avait été méfiant. Jude avait été inquiet. Jude avait vu les signes et avait essayé de laisser des preuves derrière lui. Et Jacques avait été trop occupé à éviter les drames familiaux pour écouter quand Jude a appelé ces dernières semaines. Trop absorbé par sa propre vie pour remarquer que son frère demandait de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. Jacques fixa les pages jusqu'à ce que les mots se brouillent. Jude avait été méfiant. Jude avait été inquiet. Et Jude était mort. Lundi matin, Jacques se rendit au bureau du greffier du comté. Le carnet de son frère était glissé dans sa veste, comme une preuve de crime. Le bâtiment était l'un de ces bâtiments gouvernementaux des années 1970. Tout en béton et sous un éclairage fluorescent, il donnait l'impression que tout le monde était malade. Les archives publiques étaient tellement publiques. Mais savoir où chercher et quoi demander était la moitié du chemin. Il lui fallut une heure d'attente et de remplissage de formulaires avant de pouvoir accéder à ce dont il avait besoin. La greffière, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la patience de quelqu'un qui avait 1000 fois expliqué les mêmes procédures, l'aida à s'y retrouver dans le système de classement. Les polices d'assurance vie seraient classées avec les dossiers de succession, expliqua-t-elle, le conduisant vers un ordinateur. S'il y avait un testament ou un règlement de succession, tout devrait être là. Les mains de Jacques étaient fermes tandis qu'il tapait le nom de son frère dans le champ de recherche, mais son cœur battait la chamade. Une partie de lui espérait ne rien trouver, que ses soupçons n'étaient que chagrin et paranoïa se manifestant sous forme de théorie du complot. Les résultats de la recherche apparurent à l'écran et le sang de Jacques se glaça. Police d'assurance vie, Jude Rémy, police titulaire, Nina Rémy. Bénéficiaire, Nina Rémy. Montant, 800 000 $. Date de la police, le 15 juillet, 3 mois avant la mort de Jude. Jacques fixa les chiffres jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ses rétines. Na avait souscrit une énorme police d'assurance vie pour son mari sans le lui dire, à son insu. 3 mois plus tard, Jude était mort de ce que le médecin appelait une crise d'épilepsie jamais diagnostiquée auparavant, ni autopsie. Aucune question posée, juste un enterrement rapide et une veuve en deuil qui héritaient de tout. « Monsieur, vous allez bien ?» Le greffier le regardait avec inquiétude. « Vous êtes pâle. » Jacques imprima les documents d'une main tremblante. « Je vais bien. Je règle juste quelques affaires familiales. » Il se rendit au cimetière où Jude était enterré. Les papiers d'assurance brûlaient comme un feu dans la poche de sa veste. Le cimetière Riverside était paisible, comme seuls les vieux cimetières peuvent l'être, des chênes centenaires offrant de l'ombre sur des pierres tombales usées par les intempéries. Le bruit du vent soufflant dans l'herbe qui avait poussé sur d'innombrables vies oubliées. La pierre tombale était en granit simple avec des informations de base. Jude Michael Rémy, époux et père bien-aimé. Les dates qui marquaient le début et la fin d'une vie étaient bien trop courtes. Pas de mots éloquents,
pas d'expression d'amour, juste les faits, froids et impersonnels comme une nécrologie de journal. J'aurais dû m'en douter, dit Jacques à la pierre, la voix rauque, empreinte d'une émotion qu'il retenait depuis des mois. Tu as essayé de me dire que quelque chose n'allait pas la dernière fois que tu as appelé, mais j'étais trop occupé à éviter le drame familial pour écouter. J'en avais assez d'être le médiateur, fatigué des plaintes de Na concernant l'argent et des tiennes concernant son attitude. Je voulais juste que vous trouviez tous les deux la solution sans m'y mêler. Il sortit son téléphone et appela l'inspecteur Lance Corin, un homme qu'il avait rencontré lors de quelques événements communautaires au fil des ans. Corin avait la réputation d'être minutieux et honnête, des qualités rares dans les forces de l'ordre de nos jours. Si Jacques voulait commencer à poser des questions sur la mort de son frère, il avait besoin d'une écoute officielle. Ici Corin, inspecteur, voici Jacques Rémy. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises aux réunions des vétérans des guerres étrangères. Il faut que je parle. Je t'ai parlé de la mort de mon frère. Jude, je me souviens avoir lu ça. Je pensais que c'était une cause naturelle. Une crise cardiaque ou une crise d'épilepsie, quelque chose comme ça. Moi aussi. Mais je commence à croire qu'on avait tous tort sur ce qui s'est passé. Il y eut un silence et Jacques entendit des papiers bouger en arrière-plan. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Jacques regarda les papiers d'assurance, puis la tombe de son frère, puis le ciel d'octobre qui menaçait de pleuvoir. Je crois que ma belle-sœur l'a tué. 2 semaines plus tard, Jacques avait obtenu la tutelle temporaire de Cléo pendant que Nona gérait ce qu'elle appelait des complications professionnelles. Le tribunal l'avait accordé assez facilement. Nona avait présenté cela comme une faveur à Jacques, un moyen pour lui de tisser des liens avec sa nièce pendant qu'elle réglait les affaires de son défunt mari. Jacques savait mieux maintenant. Nona avait besoin que Cléo s'éloigne le temps de brouiller les pistes. Je dois aller chercher des vêtements d'hiver pour Cléo, dit Jacques à Nana au téléphone. Elle grandit. Bien sûr, je vais faire visiter la maison à des acheteurs potentiels. Cet après-midi, mais tu pourras y aller demain matin. Je laisserai la clé sous l'orme du jardin. Nino vendait la maison de Jude. Se débarrassait des preuves. Plus probablement. Le lendemain matin, Jacques entra dans la maison où son frère avait vécu et était mort. Elle semblait vide, comme si toute la chaleur avait été aspirée lorsque le cœur de Jude s'était arrêté de battre. La chambre de DLO était au bout du couloir, à côté de la chambre principale. Mur rose, meubles blancs, photos de princesse. Elle ressemblait à une chambre de petite fille normale jusqu'à ce que Jacques ouvre le placard. Il y avait une serrure à peine dormant à l'extérieur de la porte. Jacques la fixa, son sang se glaçant. La serrure était neuve. Les vis étaient brillantes, le métal intact. Quelqu'un l'avait installé récemment. À l'intérieur du placard, il trouva un oreiller et une fine couverture par terre. Des griffonnages à l'intérieur de la porte, là où de petits ongles avaient tenté de s'y frayer un chemin. Jacques prit tout en photo. Ce soir-là, il s'assit avec Cléo à la table de la cuisine pendant qu'elle coloriait. Ses dessins étaient toujours noir foncé et griffonnés au crayon marron. Si fort qu'il a déchiré le papier. Cléo, je suis allé chez toi aujourd'hui. Sa main s'est figée sur le crayon. J'ai vu ta chambre dans ton placard. Elle n'a pas levé les yeux. As-tu vu la serrure? Si, si. Jacques garda une voix ferme. Pourquoi y avait-il une serrure sur ton placard? Cléo posa le crayon et croisa les mains sur ses genoux. Quand je crie, maman dit que c'est l'heure d'aller au lit pour toujours. Qu'est-ce qui te fait crier? Quand elle me fait mal, ou quand j'ai faim et qu'elle ne me laisse pas manger, ou quand un homme arrive et fait du bruit et que j'ai peur. Le stylo de Jacques a craqué dans sa main. Quel homme? Celui aux cheveux blonds. Il sent la cigarette et n'aime pas les enfants. Derek Marin. Jacques connaissait ce nom par hasard. Marié, travaillait à la banque, conduisait une BMW. Si Nina le voyait, ça lui donnait une autre raison de se débarrasser de Jude. Cette nuit-là, Jacques a installé une petite caméra dans le salon. Il devait documenter le comportement de Cléo, sa nuit. Des terreurs, tout. S'il voulait protéger cet enfant, il lui fallait des preuves qui tiendraient la route devant un tribunal. Vers 2 heures du matin, la caméra a filmé Cléo en pleine crise. Elle s'est réveillée en hurlant, puis s'est assise dans un coin, se balançant d'avant en arrière, marmonnant des mots qui ont fait frissonner Jacques. Pas de sauce piquante. Pas de corde. Je serai sage. Je resterai tranquille. Sauce piquante.
corde. Jacques a repassé la vidéo 3 fois, notant chaque mot. Le lendemain matin, il a appelé le pédiatre de Cléo. Le docteur Rebecca Kim soignait Cléo depuis sa naissance. Monsieur Rémy, je ne peux pas discuter du dossier médical de Cléo sans le consentement de son tuteur. J'ai une tutelle temporaire et je m'inquiète de certains problèmes de comportement. Quel type de problème? Jacques a décrit les terreurs nocturnes, l'accumulation de nourriture, les angoisses cachées. Le docteur Kim est resté silencieux pendant longtemps. Monsieur Rémy, je m'inquiète pour Cléo depuis des mois. Son poids a considérablement diminué et elle montre des signes de stress chronique, mais lorsque j'essaie de... Si vous en parlez à sa mère, Nona vous fait taire. Elle est très ferme sur ses méthodes parentales. Elle dit que Cléo est juste sensible. Docteur, j'ai besoin de vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez honnête. Pensez-vous que Cléo est maltraitée? Encore un long silence. D'après ce que j'ai observé, oui, mais un soupçon n'est pas une preuve. Et Nina Rémy sait comment manipuler le système. Jacques raccrocha et regarda ses notes. Médecin, professeur, membre de la famille, tout le monde pouvait voir ce qui arrivait à Cléo. Mena était assez intelligente pour garder une longueur d'avance sur eux tous. Plus maintenant. Jacques commença à suivre Nona. La semaine suivante, il se dit que c'était pour protéger Cléo, pour rassembler des preuves qui tiendraient devant le tribunal. Mais au fond, il savait que c'était aussi à propos de Jude. Son frère méritait justice. Mérite que quelqu'un se soucie suffisamment de lui pour poser les questions difficiles que tous les autres avaient été trop polis ou trop effrayés de poser. La routine de Na était prévisible. L'emploi du temps de quelqu'un qui avait de l'argent et du temps, mais pas de réelle responsabilité. Gym le matin dans l'un de ces endroits chers avec bar à jus et coach sportif. Déjeuner entre amis dans des restaurants où les salades coûtent plus cher que la plupart des gens dépensent en courses pour une semaine. Shopping l'après-midi dans des boutiques où les vendeurs la connaissaient par son nom et la traitaient comme une reine. Mais le jeudi, elle rompit avec ses habitudes. Au lieu de rentrer chez elle après sa séance de sport, elle se rendit au Riverside Hotel, en centre-ville. L'hôtel était chic, mais pas tapa accent grave-l'œil. Le genre d'endroit où les couples mariés rencontraient leurs amoureux, car il était discret et le personnel savait détourner le regard. Jacques se gara de l'autre côté de la rue et la regarda entrer dans le hall comme si elle était chez elle. Sa chevelure blonde était parfaite et sa robe valait probablement plus que ce que Jacques avait gagné en un mois. Elle avançait avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, à qui on n'avait jamais refusé quoi que ce soit. 20 minutes plus tard, Derek Marin arriva. Jacques le reconnut d'un banquier du coin. Marié à une gentille femme nommée Carole, institutrice en CE2 à l'école primaire. Père de jumeaux qui jouaient en ligue mineure, Dara conduisait une BMW, portait des costumes coûteux et avait le genre de main douce qui n'avait jamais travaillé. Jacques, j'ai attendu 1 heure, puis je me suis approché du réceptionniste. Le gamin ne devait pas avoir plus de 19 ans, avec son regard nerveux et ses cicatrices d'acné qui le rendaient probablement gêné en présence des clients. Son badge indiquait Tyler, il avait l'air de quelqu'un qui avait besoin d'argent et qui ne se souciait pas trop de la façon dont il l'obtenait. J'ai besoin d'une faveur, dit Jacques en glissant $200 sur le comptoir en marbre. Des images de sécurité prises par les caméras de votre hall. Aujourd'hui, entre midi et aujourd'hui, Tyler a regardé l'argent comme un billet de loterie gagnant, puis Jacques avec la lassitude de quelqu'un qui a déjà eu des ennuis. Je pourrais perdre mon boulot, mec. Et je pourrais appeler la police pour la consommation d'alcool chez les mineurs sur votre parking tous les week-ends. Jacques avait remarqué les lycéens avec leurs bouteilles cachées dans des sacs en papier. La façon dont Tyler détournait le regard lorsqu'il passait devant le hall antitubant. À vous de choisir. Le visage de Tyler pâlit. De quoi avez-vous besoin exactement? Des images montrant qui allait et venait. Horodaté et daté. Ni plus ni moins. 30 minutes plus tard, Jacques avait une clé USB avec des images du hall montrant Na et Derek entrant ensemble à l'hôtel, puis repartant séparément 2 heures plus tard. Horodaté, daté, clair comme le jour. La preuve d'une liaison qui donnait à Na un motif pour se débarrasser de son mari. Mais Jacques avait besoin de plus qu'une preuve d'infidélité. Il lui fallait quelque chose en lien direct avec la mort de Jude. Jacques commença à fréquenter le bar d'Ali, où Derrick était connu pour boire après le travail. C'était le genre d'endroit où les hommes d'âge moyen allaient se plaindre de leurs femmes, de leur travail et de la façon dont le monde changeait trop vite à leur goût. Le barman était un vieux de la vieille nommé Pet,
qui écoutait des histoires de Soba depuis 40 ans et avait tout entendu 2 fois. Il passa 3 nuits à boire des bières et à bavarder avant que Derek ne soit suffisamment ivre pour ne plus faire attention à ses paroles. Jacques joua le rôle du compagnon de beuverie compatissant, admettant que les femmes étaient compliquées, que la vie était injuste et que parfois un homme avait besoin de quelque chose de plus fort que la bière pour tenir le coup. Vous savez ce que je ne comprends pas? Dereric bafouilla le 3e soir, adossé à le bar avec la posture relâchée de quelqu'un qui a trop bu. Les femmes, elles disent qu'elles veulent une chose, puis elles font quelque chose de complètement différent. Raconte-moi ça, dit Jacques, jouant le jeu pendant que son téléphone enregistrait tout dans la poche de sa veste. Prends ma copine. Une femme magnifique, intelligente comme un clou, mais folle comme un chat dans un orage. Elle dit qu'elle m'aime, mais qu'elle a tué son mari pour être avec moi. C'est pas de l'amour, ça? Le sang de Jacques se glaça, mais il garda une expression neutre. C'est intense, mec. Ouais, enfin, N signifie intense. Elle m'a dit que Jude était faible. Qu'elle avait fait passer ça pour une crise. Comme si ce n'était rien. Dereric rit, d'un rire amer et creux. Juste du thé et de la patience, dit-elle. Le pauvre type ne savait jamais ce qui lui arrivait. Jacques offrit un autre verre à Dereric et le fit parler, mais Dereric en avait assez dit. Quand Dereric tituba jusqu'aux toilettes, Jacques consulta son téléphone. L'application de mémo vocal enregistrait toujours, capturant chaque mot de la confession qui détruirait la façade soigneusement construite de Nona. Le lendemain matin, Jacques se rendit au commissariat avec l'enregistrement vocal, les images du hall et son dossier de preuves grandissant sur les abus de Cléo. L'inspecteur Corin écouta le mémo vocal 2 fois, son expression s'assombrissant à chaque mot. C'est bien, Jacques. Vraiment bien, mais il en faut plus pour que ça tienne. Dereric était ivre, et un avocat de la défense pourrait arguer qu'il ne faisait que parler. Et la police d'assurance? Le timing, suspect, mais pas de preuves. Il nous faut des preuves matérielles. Quelque chose qui prouve que Jude a été empoisonné. Jacques se pencha en avant. Et si on exhumait le corps? Corin resta silencieux un long moment. C'est un grand pas coûteux. Et si on se trompe, on n'a pas tort. Jacques pensa aux terreurs nocturnes de Cléo. À sa peur. À la serrure de son placard. Cette femme a tué mon frère. Et elle torture sa fille. Peu m'importe le prix. Je vais voir ce que je peux faire. Mais Jacques, ça va prendre du temps. Des semaines, peut-être des mois, et après, espérons que Cléo tiendra le coup. En attendant que la justice se décide, Jacques a essayé de travailler au sein du système. Il a appelé les services de protection de l'enfance et a déposé une plainte officielle contre Nina. L'assistante sociale venue interroger Cléo était une femme à l'air fatiguée, Janet Walsh, qui en avait visiblement trop vu et s'en était peu souciée. L'eau me semble aller bien, a dit Walsh après une conversation de 20 minutes. Bien nourrie, propre, aucune blessure visible. Et les problèmes de comportement? Les terreurs nocturnes. Les enfants font des cauchemars, monsieur Rémy. Ce n'est pas une preuve de maltraitance. Elle a demandé la permission de manger. Elle était terrifiée à l'idée d'être enfermée dans un placard. Walsh a haussé les épaules. Certains parents sont plus stricts que d'autres. À moins qu'il n'y ait des preuves physiques de violence. On ne peut pas retirer un enfant de chez lui. Jacques voulait attraper la femme et la secouer. Il y a des preuves physiques. La serrure de la porte de son placard, les griffures là où elle essayait de sortir. Madame Rémy l'a expliqué. Elle a dit que Cléo traversait une phase où elle somnambulait et se mettait dans des situations dangereuses. La serrure était pour la sécurité, et vous pensez que Madame Rémy est un membre respecté de la communauté. Elle n'a pas de casier judiciaire, pas d'antécédent avec notre service. Pendant ce temps, vous êtes un homme célibataire sans enfant qui porte des accusations graves sans preuve substantielle. Jacques a senti les murs se refermer sur lui. Alors, vous ne faites rien? Nous gardons l'affaire ouverte, en attendant une enquête plus approfondie. Si de nouveaux éléments apparaissent, nous les réexaminerons, comme le corps de son frère présentant des traces de poison. 2 semaines plus tard, Jacques a déposé une demande de tutelle d'urgence auprès du tribunal des affaires familiales. Il a présenté ses preuves, les photos, les enregistrements, les problèmes médicaux, les déclarations des enseignants. La réponse de Na a été rapide et brutale. Elle a déposé une ordonnance restrictive contre Jacques,
affirmant qu'il manipulait émotionnellement Cléo et essayait de la monter contre sa mère. Elle l'a accusé de comportement instable d'exploiter le chagrin d'un enfant pour ses propres besoins psychologiques. Monsieur Rémy n'a pas pu traiter la mort de son frère. L'avocat de Naha fait valoir devant le tribunal. Il projette son chagrin sur mon client, créant des théories du complot pour éviter d'accepter la réalité que parfois de bonnes personnes meurent jeunes. Le juge était un homme plus âgé du nom de Harrison qui semblait qu'il préfère être sur un terrain de golf que de faire face au drame familial. Monsieur Rémy, ce sont de sérieuses allégations que vous faites contre Madame Rémy. Avez-vous une preuve concrète qu'elle a blessé sa fille? Jacques pensa à l'enregistrement de la voix, mais le détective Corin lui avait demandé de se taire jusqu'à ce qu'il puisse construire un cas plus fort. Votre honneur, l'enfant montre des signes clairs de traumatisme et d'abus. Son comportement, ses peurs, sa condition physique, mais pas d'échymose, pas d'os cassé, pas de dossiers médicaux indiquant un préjudice intentionnel. Pas encore. Mais si vous me permettez de continuer à prendre soin de Cléo pendant que nous enquêtons, j'accorde la demande de Madame Rémy pour une ordonnance d'interdiction. Le juge Harrison a annoncé, Monsieur Rémy, vous n'avez aucun contact avec l'enfant jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Madame Rémy, votre fille sera immédiatement retournée à votre garde. Jacques regarda son monde s'effondrer tandis que le sourire de Nona se répandre sur son visage. En un après-midi, elle a récupéré Cléo et a peint Jacques comme l'instable. Mais le juge avait également accepté de planifier une audience pour elle après le retour des résultats d'exhumation. C'était une petite victoire, mais Jacques prendrait tout ce qu'il pouvait obtenir. D'autres comme Jacques quitta le palais de justice. Il a vu Nana charger Cléo dans sa voiture. La petite fille le regarda par la fenêtre arrière, les yeux écarquillés et effrayés. Jacques a bouché les mots « Je viens pour toi » et espérait qu'elle pouvait comprendre. Nana aurait peut-être gagné ce tour, mais le combat était loin d'être trop point. 3 semaines plus tard, le détective Corin a appelé Jacques à 6 heures du matin. Nous avons obtenu les résultats, a déclaré Corin sans préambule. L'antigel de l'éthylène glycol a suffisamment concentré pour provoquer des crises et un arrêt cardiaque. Jacques était assis sur le bord de son lit. Le téléphone pressa contre son oreille. Combien? Assez pour le tuer lentement. Rendez-le naturel. L'antigel se métabolise rapidement, mais les quantités de traces peuvent persister dans le tissu osseux pendant des mois si la dose était suffisamment élevée. Ainsi, Nona l'a empoisonné. C'est ce que les preuves suggèrent. Combiné avec la note vocale de Derrick et la police d'assurance, le DA pense que nous en avons assez pour les frais. Jacques sentit quelque chose desserré dans son soulagement de la poitrine mélangé à la rage. Et Cléo? Les services à l'enfance se déplacent pour le retrait d'urgence aujourd'hui. Le juge Harrison a signé l'ordonnance il y a 1 heure. Je veux être là. Jacques, tu ne peux pas. L'ordonnance d'interdiction. Ensuite, vous vous assurez qu'elle est en sécurité. Vous vous assurez que cette femme ne lui fait plus de mal. K était calme un instant. L'audience pour votre pétition de tutelle est prévue pour la semaine prochaine. Avec les nouvelles preuves, vous avez obtenu un bon coup. Jacques ferma les yeux. Et Nina? Les mandats d'arrêt sont émis ce matin. First degré meurtre, mise en danger des enfants et fraude à l'assurance. 2 heures plus tard, Jacques a reçu un autre appel. Celui de Norris Latt, professeur de Cléo. Ils sont venus pour Cléo ce matin. Nori a dit sa voix épaisse d'émotion. Na a essayé de courir en fait de saisir Cléo et d'essayer de partir. La police a dû l'arrêter sur la ligne du comté. Cléo va-t-il bien? Physiquement, oui. Émotionnellement, elle est traumatisée. Elle continue de lui demander si elle a des ennuis, si quelqu'un va la mettre dans un placard. Où est-elle maintenant? La famille d'accueille temporairement, mais Monsieur Rémy, le travailleur social, a déclaré « Vous êtes le premier en ligne pour la garde une fois que les problèmes juridiques sont réglés ». Jacques ressentit des larmes. Il ne savait pas qu'il s'était retenu. Dites à son oncle Jacques arrive. Dites-lui qu'elle ne retourne jamais dans cette maison. Je le ferai. Jacques, tu lui sauves la vie. Tu le sais, non? Peut-être. Mais Jacques savait aussi qu'il aurait dû sauver Jude aussi. Cet après-midi, les nouvelles locales ont publié l'histoire. Femme locale arrêtée pour meurtre de mari. Le journaliste se tenait devant la maison de Na en parlant d'assurance poison et de vie et une petite fille qui dormait dans des placards. Jacques n'a pas regardé.
Il a passé la journée dans son atelier à construire quelque chose qu'il prévoyait depuis des semaines. Un cadre de lit personnalisé pour Cléo. Son nom sculpté dans la tête de lit entouré d'étoiles. Un lit qui lui appartenait et seulement elle dans une pièce avec une porte de placard n'aurait jamais de serrure. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard dans le palais de justice du comté de Boise. Un bâtiment qui avait vu sa tragédie de partage, mais rien de tel que le cas de Nina Rémy. Jacques était assis dans la rangée arrière tous les jours. Regardez Nina se produire pour le jury comme si elle auditionnait pour le rôle de veuve en deuil. Elle portait des vêtements simples et un maquillage minimal, jouant le rôle d'une femme poussée à son point de rupture par le stress financier et un mari instable. Son avocat, un homme lisse du nom de Richard Osborne, qui a facturé $800 de l'heure et n'avait jamais perdu une affaire impliquant des clients riches, avait conçu un récit sur une femme désespérée de protéger son enfant d'un mari qui a transformé une maladie mentale. Mon client a adoré Jude Rémy, a expliqué Osborne dans sa déclaration d'ouverture. Sa voix portant l'autorité polie de quelqu'un qui vendait des mensonges à des jurys depuis 30 ans. Sa mort l'a dévasté. Ces accusations sont le résultat d'un beau-frère vindicatif qui ne peut pas accepter que parfois la tragédie frappe les bonnes familles sans avertissement, sans quelqu'un à blâmer. Le procureur, la procureure de district, Sarah Mitchell, était plus jeune que Osborne, mais avait une réputation de préparation approfondie et de réticence à faire des affaires de meurtre. Elle avait passé des mois à construire un dossier hermétique contre Nina. Et Jacques pouvait voir la confiance dans sa posture alors qu'elle s'adressait au jury. Au cours des 2 prochaines semaines, nous prouverons que Nina Rémy a systématiquement empoisonné son mari avec de l'éthylène glycol anhydré sur une période de plusieurs semaines. Nous vous montrerons des preuves qu'elle a souscrit une police d'assurance vie substantielle sur son mari 3 mois avant sa mort. Nous prouverons qu'elle avait une liaison avec Derek Marin et qu'elle a avoué le meurtre en détail. Mitchell a joué l'enregistrement vocal de Derek pour le jury. Les mots suspendus dans l'air de la salle d'audience comme un brouillard toxique. Nina m'a dit que Jude était faible, qu'elle faisait ressembler à une crise, comme si ce n'était rien, juste une impatience de thé, a-t-elle déclaré. Jacques a regardé les jurés affronter les confessions en entendant la confession ivre de Derek. Plusieurs d'entre eux avaient l'air physiquement malades et une femme plus âgée au premier rang a en fait mis sa main sur sa bouche avec horreur. L'affaire de l'accusation s'est déroulée méthodiquement au cours des jours suivants. Ils ont présenté la police d'assurance, le calendrier, les résultats de toxicologie qui ont montré des niveaux concentrés d'éthylène glycol dans le tissu osseux de Jude. Ils ont appelé le docteur Rebecca Kim pour témoigner de l'état de Cléo lorsqu'elle a été retirée de la garde de Nina. L'enfant a montré des signes de malnutrition chronique, de privation de sommeil et de traumatisme psychologique conformément à des abus prolongés. Le docteur Kim a témoigné sa voix stable malgré le poids émotionnel de ses mots. Son poids avait baissé de 15 centiles dans les mois qui précédent la garde de sa mère. Elle a montré des modèles de comportement typiques des enfants qui ont été systématiquement affamés et psychologiquement terrorisés. Norris Latt a pris position et a décrit ses préoccupations concernant le comportement de Cléo à l'école, ses tentatives de signaler les abus suspects et les menaces de poursuite judiciaire de Nina contre toute personne qui a remis en question ses méthodes parentales. Elle tâtait la nourriture à partir de la collation, cachant des craquelins dans ses poches ou son sac à dos. Norris a témoigné, ses yeux aimables se remplissant de larmes comme elle se souvenait. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, elle a dit qu'elle ne savait pas quand elle mangeait à nouveau. Un enfant de 5 ans ne devrait jamais avoir à se soucier d'où vient son prochain repas. Viola Candry, la voisine de Jacques, qui était psychologue à la retraite, a témoigné sur l'observation de Cléo pendant les semaines où elle était restée avec Jacques après son retrait initial de la garde de Nina. L'enfant a présenté des symptômes classiques de traumatisme complexe. Viola a expliqué au jury du ton patient de quelqu'un qui avait passé des décennies à travailler avec des enfants endommagés. Hypervigilance, dissociation, comportement régressif comme le coucher et la thésaurisation des aliments. À mon avis professionnel, sur la base de 40 ans d'expérience en travaillant avec des enfants maltraités, elle avait été soumise à des violences psychologiques et physiques systématiques sur une période prolongée. Mais c'est Cléo elle-même qui a scellé le sort de Nina de la manière la plus dévastatrice possible. L'accusation avait organisé Cléo pour témoigner via la télévision en circuit fermé d'une salle adaptée aux enfants du palais de justice avec un avocat pour enfants spécialement formé pour l'aider à se sentir en sécurité. À 7 ans maintenant, elle était plus articulée qu'elle ne l'avait été lorsque Jacques a pris soin d'elle pour la première fois, mais toujours petite et fragile dans la chaise surdimensionnée. Cléo, pouvez-vous nous parler de votre ancienne maison avec votre maman ? Demanda le procureur doucement. J'avais une chambre, mais parfois je devais dormir dans le placard,
a déclaré Cléo d'une voix claire et régulière qui portait dans la salle d'audience comme un couteau à travers le silence. Pourquoi avez-vous dû dormir dans le placard quand j'étais mauvais? Maman m'a mis là-dedans et a verrouillé la porte pour que je ne puisse pas sortir parfois pendant une journée entière. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Parler trop fort ou pleurer ou manger sans autorisation? Elle a récité les règles comme un catéchisme qu'elle avait été forcée de mémoriser. Votre maman vous a-t-elle déjà blessé d'autre manière? Cléo hocha la tête solennellement. Elle a mis de la sauce piquante dans ma bouche quand j'ai dit de mauvais mots. Et elle m'a attaché au lit avec une corde quand je n'arrêtais pas de pleurer d'avoir faim. Dans la salle d'audience, le masque soigneusement construit de Na a finalement glissé. Elle se leva soudainement, sa chaise claquant en arrière avec un accident qui résonnait dans la pièce silencieuse. Elle ment. Na hurla, sa voix craquant de désespoir et de rage. Cet enfant est un menteur. Elle a été empoisonnée contre moi par ce salaud qui se fait appeler son oncle. Madame Rémy, veuillez vous asseoir. Le juge Harrison a ordonné que son gars le frappe comme des coups de feu. Mais Nona était au-delà de l'entendre, au-delà de se soucier des apparences ou des conséquences. Des mois de jeu de la veuve en deuil avaient finalement atteint leur point de rupture et une vraie Nina Rémy se frayait un chemin à la surface. Il m'a enlevé ma fille. Jacques Rémy a détruit ma famille parce qu'il ne pouvait pas supporter que j'étais heureux pendant que son frère pathétique était mort. Elle n'est plus ta fille. Dit Jacques tranquillement de la galerie, sa voix portant malgré son faible volume. Na se retourna pour lui faire face, son visage tordu avec une rage qui la faisait ressembler à une personne complètement différente de la femme composée qui était entrée dans la salle d'audience ce matin-là. Bâtard de soi. Vous pensez que vous êtes tellement mieux que moi, si noble et pur. Son rire était dur et brisé. Jude allait me quitter pour un petit secrétaire à son bureau. 22 ans avec de grands yeux et de plus grands rêves. Il prévoyait de prendre Cléo et de disparaître, de recommencer dans un endroit nouveau où je ne pouvais pas les trouver. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. La salle d'audience est devenue morte, à l'exception du son des journalistes de la cour qui tapent frénétiquement et des caméras de nouvelles capturant chaque mot. L'avocat de Na lui a attrapé le bras, essayant désespérément de la faire arrêter de parler, mais elle le secoua avec une force violente. Il était un fardeau, faible et pathétique et inutile, tout comme son frère. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger ma famille, pour protéger ce qui était à moi. Madame Rémy, vous devez arrêter de parler immédiatement, siffla son avocat. Son costume coûteux a frappé d'essayer de retenir physiquement son client. Pourquoi? Ils savent déjà tout, n'est-ce pas? Le rire de Na était amer et complètement désarticulé maintenant. Au moins, je ne suis pas un lâche comme mon mari décédé. Au moins, je n'ai pas peur d'agir lorsque des mesures sont nécessaires. Le juge Harrison a appelé à l'ordre, frappant son gavel à plusieurs reprises, mais les dégâts ont été causés. Nona venait de avouer le meurtre prémédité devant le jury, les sténographes judiciaires, les caméras de nouvelles et une galerie de personnes qui n'oublieraient jamais ce dont ils avaient été témoins. Jacques ferma les yeux et entendit la voix de son frère dans sa tête, le mot du cahier brûlé. Si quelque chose se produit, vérifiez les papiers d'assurance. Jude avait connu. D'une manière ou d'une autre. Il avait senti ce que Nénino planifiait. Et il avait essayé de laisser des preuves de quelqu'un qui se souciait suffisamment de le chercher. Quelqu'un qui avait posé les questions difficiles et demandant des réponses quand tout le monde était trop poli ou trop effrayé pour secouer le bateau. Lorsque Jacques ouvrit les yeux, Nona le regardait à travers la salle d'audience avec de la haine pure brûlant dans son regard. Ce n'est pas fini, elle se dit silencieusement, ses lèvres formant des mots ne signifiaient que pour lui. Jacques regarda en arrière, son expression en pierre froide et complètement impitoyable. Oui, c'est. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, mise en danger des enfants, fraude. Le juge Harrison a condamné Na à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que le bef la conduisait dans les menottes, elle a tourné une dernière fois pour regarder Jacques. Elle ne t'aimera jamais comme elle m'aimait, a déclaré Nona. Je suis sa mère. Non, Jacques a répondu, tu n'es rien. 6 mois plus tard, l'adoption officielle de Cléo par Jacques a été finalisée. Elle vivait avec lui depuis plus d'1 an d'ici là. Apprendre lentement à faire confiance que la nourriture serait toujours disponible, que les portes n'auraient pas de serrure, que l'amour n'était pas venu avec des conditions. La veille de l'audience d'adoption, Jacques a trouvé Cléo assis dans sa nouvelle chambre, passant ses doigts sur son nom sculpté dans la tête de lit de son lit personnalisé. Tu aimes ça, il a demandé.
Elle hocha la tête. C'est vraiment le mien. Pour toujours et toujours. Même si je suis mauvais parfois. Jacques était assis sur le bord du lit. Cléo, écoute-moi. Tu n'es jamais mauvais. Parfois, vous pouvez faire des erreurs, mais cela ne vous rend pas mauvais. Et rien de ce que vous ne pourriez jamais faire ne me ferait arrêter de vous aimer. Elle était silencieuse pendant longtemps. Et si j'ai des cauchemars? Ensuite, je vais vous réveiller et vous faire du chocolat chaud et nous parlerons plutôt de bons rêves. Et si j'ai peur? Ensuite, je vais allumer toutes les lumières et vérifier tous les placards et m'assurer que vous êtes en sécurité. Et si j'ai faim? Jacques sourit. Ensuite, nous allons aller en bas et faire le plus grand sandwich de l'histoire des sandwichs. Cléo gloussa un son qui a toujours étonné Jacques chaque fois qu'il l'entendait. Le plus grand sandwich de tous les temps avec des cornichons supplémentaires. Elle a ridé son nez. Je n'aime pas les cornichons. Alors pas de cornichons. Juste les bonnes choses. Cette nuit-là, Cléo a dormi sans se réveiller une fois. Pas de cauchemar, pas de pleurs, pas de nourriture dans ses poches, juste un sommeil paisible dans son propre lit dans sa propre chambre. Jacques était éveillé en écoutant la maison calme et en pensant à son frère. Il y a quelques semaines, il avait visité la tombe de Jude avec une sculpture en bois qu'il avait fait une pièce simple avec la promesse des mots tenus dans le grain. Je l'ai eu, il avait dit à la pierre tombale. Elle est en sécurité maintenant et Nona ne fera plus jamais de mal à personne. Le lendemain matin au palais de justice, le juge Harrison a rendu le fonctionnaire de l'adoption avec une seule signature. Cléo Rémy est devenue Cléo Rémy en permanence avec Jacques comme son père légal. Comment ça fait d'être un père? Demanda le travailleur social en quittant le palais de justice. Jacques baissa les yeux sur Cléo, qui lui tenait la main et parlait avec enthousiasme du déjeuner de célébration qu'il prévoyait. Comme rentré à la maison, a-t-il dit. Ce soir-là, ils se sont assis à la table de la cuisine en train de manger des glaces pour le dîner parce que Cléo avait demandé s'il le pouvait, et Jacques avait réalisé qu'il n'y avait aucune raison de dire non. Oncle Jacques, dit Cléo autour d'une bouchée de pépites de chocolat. C'est juste Jacques maintenant, kiddo. Ou, papa, si tu veux, elle le considérait sérieusement. Papa? Ouais. Veux-tu me raconter une histoire? Quel genre d'histoire? Une heureuse. Avec des princesses qui ne sont pas enfermées dans les placards. Jacques sourit. Je pense que je peux gérer cela. Alors qu'il tournait une histoire sur les princesses courageuses et les dragons et les châteaux protecteurs où les enfants étaient toujours en sécurité, Jacques pensa à Nona assise dans sa cellule de prison. Elle avait perdu tout, sa liberté, sa fille, sa vie soigneusement construite. Mais le pardon était pour les gens qui ont admis leur tort et ont essayé de faire amende honorable. Nona n'avait fait ni l'un ni l'autre. Elle n'avait montré aucun remords, aucun regret, aucune reconnaissance qu'elle avait détruit une vie innocente. Jacques ne lui pardonnerait jamais. Il n'en avait pas besoin. La justice avait été rendue et Cléo était en sécurité. C'était suffisant. À l'extérieur, la neige a commencé à tomber, enrobant le monde en silence blanc propre. À l'intérieur, un père a raconté des histoires de sa fille sur les fins heureuses. Et pour la première fois depuis des années, ces fins se sont senties possibles. Cléo n'a jamais demandé si elle était autorisée à manger.